Les Israéliens vont se réveiller un bon matin et vont entendre parler d'un accord d'Abraham II élargi qui comprend le gouvernement libanais, le gouvernement syrien, une garantie de la part des monarchies du Golfe sur sur une telle et telle présence dans les territoires palestiniens et une composante israélienne sur lesquelles Israël se retire sur un certain sur le périmètre. Enfin voilà, il y aura des discussions sur les lignes en elles-mêmes avec la capacité de continuer à agir dans la bande de Gaza. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue, spécialiste de la société israélienne en particulier. Avec vous, on a beaucoup de sujets à évoquer ce matin. Et le premier sujet, il se rapporte, on va dire, à l'opération israélienne dans la ville de Gaza et à d'éventuelles rumeurs sur la possibilité, envers et contre tout, alors que l'armée israélienne progresse dans la ville de Gaza, de négociations qui pourraient reprendre avec pour essayer de parvenir à un accord sur la libération d'otages. Vous y croyez ? Ah oui, personnellement, j'y crois beaucoup, Daniel. Je pense que les deux scénarios existent en parallèle. C'est normal. Pendant la guerre, on fait toujours ça. Il est évident que, et je reprenais hier des propos de Ron Dermer, qui est quand même le ministre qui murmure à l'oreille de Benjamin Netanyahou à ce sujet, qui pensait que il faut négocier un cessez-le-feu permanent sur le... Bon, il disait ça il y a 6 mois, mais sur le long terme, d'accord, qui comprenne à la fois le retour de tous les otages, et ça, c'est devenu un non négociable pour Israël, d'accord, donc plus de cessez-le-feu partiel, d'accord, partiel, et d'autre part, des conditions avec lesquelles Israël puisse vivre au long terme, dont notamment un accent particulier sur les efforts de déradicalisation, dénazification, de la société palestinienne. Et donc, je pense que c'est les deux éléments qui sont cruciaux. Deux éléments qui, par exemple, on peut se fier à Amit Segal qui, dans son opinion du vendredi la semaine dernière, déclare que les Émirats se sont portés bénévoles, notamment pour mettre en place un nouveau système scolaire dans les territoires palestiniens, dans l'esprit de modération dans lequel ils sont eux-mêmes. Donc on est persuadé qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Et ce matin encore, on comprend qu'il y a eu une rencontre à Londres entre des représentants syriens cette fois et Ron Dermer. Donc on comprend en fait que les négociations, elles sont continues et incessantes. Non, mais alors syrien, oui, peut-être qu'on ne doit pas mélanger tous les dossiers, mais là c'est effectivement avec la Syrie. Ça, effectivement, il y a des négociations en vue d'un accord, peut-être. Ça relève de la même logique, Daniel. Oui, mais qu'est-ce qui... d'un cessez-le-feu permanent, on parle d'un accord régional. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui, alors que l'armée israélienne semble bien engagée dans cette opération dans la ville de Gaza, et que on a un Qatar qui est déjà très contrarié par l'opération israélienne dans la ville de Doha, qu'est-ce qui pourrait permettre de parvenir à un accord? On dit aujourd'hui, ce matin, j'entendais, on disait les négociations, elles sont plus entre le Hamas et Israël, mais elles sont entre le Qatar et Israël, pour essayer d'apaiser, on va dire, les tensions. On est encore loin d'un accord sur la libération des otages. Non, mais Daniel, si vous voulez, moi je pense que ça va être exactement, vous vous souvenez quand on a annoncé les accords d'Abraham, puisqu'il s'agit de la même administration, l'administration Trump, on l'avait pas du tout venir, cet accord. On était encore en train de parler d'annexion la veille, vous vous souvenez? Oui, bien entendu, mais on n'était pas en pleine guerre. Non, oui, mais ça va être exactement la même chose. Ça va être d'un coup, d'un seul. D'un coup, les Israéliens vont se réveiller un bon matin et vont entendre parler d'un accord d'Abraham II élargi qui comprend le gouvernement libanais, le gouvernement syrien, une garantie de la part des monarchies du Golfe sur sur une telle et telle présence dans les territoires palestiniens et une composante israélienne sur lesquelles Israël se retire sur un certain sur le périmètre. Enfin voilà, il y aura des discussions sur les lignes en elles-mêmes avec la capacité de continuer à agir dans la bande de Gaza. J'en suis persuadée. Et moi, pendant longtemps, je pensais que ça allait arriver avant le 22 septembre, avant la reconnaissance palestinienne par Emmanuel Macron, donc la semaine prochaine, lundi. Bon, sachant qu'on est jeudi matin, je suis un petit peu moins optimiste maintenant, Daniel, mais on a eu cette semaine
une annonce de la part de Benjamin Netanyahu qui dit qu'il va rencontrer Donald Trump sous moins de 15 jours maintenant, le lundi d'après Rosh Hashanah. Donc en fait, on comprend. Moi, je crois vraiment que ça y est, on est dans la séquence diplomatique qu'on anticipe depuis des mois. N'oubliez pas encore une fois que Donald Trump a très à cœur d'être perçu comme le président qui finit les guerres, d'accord, qui finit les guerres. Et il s'est donné cette année pour terminer la plupart des conflits autour du monde, du globe. On voit son insistance notamment à faire arrêter les hostilités sur le dossier ukrainien-Russie. C'est vraiment important pour lui de dire Joe Biden, sous son mandat, sous sa présidence, il y avait énormément de conflits dans le monde. J'ai ramené la paix et je suis persuadée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a entendu notamment dans les débats entre l'échelon militaire et l'échelon élu gouvernemental. Est-ce que oui ou non, on avait le temps de faire un cessez-le-feu maintenant et de reprendre les combats après? Vous vous souvenez de ce débat-là également, Daniel? Et un des arguments principaux de Ron Dermer et de Benjamin Netanyahu, ça a été de dire Donald Trump n'a pas la patience pour qu'on reprenne des combats intensifs dans quelques mois. On a maximum jusqu'à la fin de l'année civile. Donc on comprend très bien qu'on est sur la fin, Daniel. On est en tout cas vers le début de la fin. Alors ça voudrait dire qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité, il y a encore une marge avant que l'armée israélienne ne passe à une nouvelle phase dans l'opération de conquête de la ville de Gaza? Mais moi, Daniel, je lis pas la situation comme vous. C'est pas parce que on est engagé pour l'instant dans la ville de Gaza City qu'on peut pas s'arrêter à tout moment. Moi, depuis le début de ce char de Gideon 2, la suite, j'ai le sentiment que l'armée annonce à chaque fois les étapes de façon très solennelle. On n'est pas dans un scénario surprise. On est dans un scénario d'une armée qui avance très prudemment, qui attend que la population civile soit évacuée de façon la plus sauve possible. Et là, on est à plus de 40% de cette population qui a eu le temps d'évacuer, donc 400 000 personnes. Donc c'est très important pour l'armée. Et ensuite, qui a une banque de données, une banque de cibles à laquelle elle s'attaque. Tsahal a notamment déclaré que hier, 150 cibles dans la ville de Gaza avait été détruite. D'accord? Donc, on comprend très bien que le Shin Bet a une banque de cibles principales. On voit ces gratte-ciels qui s'effondrent parce qu'ils servent aux objectifs stratégiques du Hamas. Et je vois pas pourquoi, en fait, ça pourrait pas s'arrêter à tout moment, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on rentre dans un cessez-le-feu permanent, ou en tout cas de longue durée, alors, Tsahal saura très bien que telle et telle infrastructure ont déjà été détruites et comment on peut procéder au long terme. Vous voyez, de toute façon, on sait tous très bien qu'on sera dans une situation similaire à celle de la Judée-Samarie, c'est-à-dire que Tsahal aura la possibilité et pénétrera régulièrement dans la bande de Gaza pour continuer d'assurer la sécurité d'Israël. Donc la question, c'est quelle situation, quel scénario on crée dans la bande de Gaza pour que ce soit suffisamment faisable d'un point de vue opératoire. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la semaine prochaine et sur effectivement la déclaration d'Emmanuel Macron d'une reconnaissance d'un État palestinien. Vous avez une idée de la palette de réactions que l'État d'Israël peut avancer à cette déclaration d'Emmanuel Macron ? Alors, ce qu'on sait, Daniel, c'est que apparemment, Jérusalem n'a pas envie de créer trop de mesures trop fortes. D'accord. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que les journalistes israéliens nous disent. C'est que Jérusalem, pour l'instant, est dans une approche précautionneuse. Qui consiste pour l'instant à ne pas répliquer trop brusquement et à voir venir. Alors, en parallèle, on a les déclarations, révélations de l'ancien député Meir Habib. Si je peux me permettre, j'étais moi-même à l'antenne avec lui lorsqu'il a d'un coup d'un seul révélé qu'il avait longuement échangé avec le président Macron au cours du week-end dernier, en disant qu'il avait des notes vocales sur lesquelles le président s'engageait à ne pas reconnaître à revenir sur le fait qu'il avait... À reposer des conditions. Voilà, revenir sur le fait que c'était pas une reconnaissance sans condition, et notamment sur le retour des otages, sur la libération de tous les 48 otages, d'accord, et sur le démantèlement du Hamas, il y avait un peu moins de niveau de certitude. Mais en tout cas, et ça a été mis en avant par nos collègues israéliens de la chaîne israélienne de I24, en disant que le contenu de ces conversations avait été révélé aux journalistes et que le président se serait carrément engagé
pour ne pas reconnaître, mais alors là, on est en plein feuilleton, hein, Daniel, puisqu'on est jeudi matin et que la reconnaissance est lundi, pour ne pas reconnaître tant qu'il n'y avait pas de libération. Alors évidemment... Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'envisager que dans son discours à l'ONU, Emmanuel Macron dise « Je reconnais la création d'un État, je reconnais la création, un État palestinien indépendant, mais à condition que les Palestiniens, que le Hamas libère les otages et qu'il n'y ait plus de Hamas ». C'est raisonnable, ça, d'envisager un tel cas de figure? Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est raisonnable depuis 2 ans maintenant? Oui, effectivement. Bon, voilà, et en plus, l'administration américaine nous a quand même beaucoup habitués à des coups de théâtre. Tout ce qu'on est en train de se dire là, le mois de juin, l'opération en Iran, l'opération à Doha, les positions théâtrales du style je savais pas, bon, voilà, on a quand même beaucoup de vaudeville. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'attends à tout. Je m'attends aussi au fait que cette déclaration, peut-être qu'elle n'aura pas lieu, ou alors qu'elle aura lieu de façon complètement différente, ou alors qu'il se passe quelque chose de dramatique d'ici là. N'oublions pas que le secrétaire d'État Rubio, qui est présent en ce moment à Londres, aux côtés du président Trump, alors qu'il est reçu avec les honneurs par la famille royale anglaise, s'est rendu à Doha juste avant. Moi, je pense vraiment qu'il y a énormément de choses en coulisses dont on ne nous parle pas et qu'il peut se passer encore énormément de choses d'ici lundi. Alors là, ce qu'on ne sait pas exactement, c'est aussi si l'Europe parviendra à imposer des sanctions à l'État d'Israël, des sanctions économiques. En tout cas, c'est l'intention de certains pays, c'est l'intention apparemment d'Ursula von der Leyen, qui n'était pas particulièrement hostile à Israël au départ. Vous pensez qu'il peut y avoir des sanctions qui seraient des sanctions, on va dire, imposantes, c'est-à-dire contraignantes à l'État d'Israël de la part de l'Union européenne? On n'y est pas encore, d'accord, on n'y est pas encore. Il ne fait aucun doute que on est dans une cascade, hein. On est dans une cascade d'effets boule de neige où les pays européens se consultent les uns les autres. On a aussi l'annonce hier par le Times que la Grande-Bretagne s'apprête à reconnaître elle aussi un État palestinien juste après le départ de Donald Trump. Donc on voit bien que, mais c'est normal, c'est un effet domino, ce sont des États qui se parlent entre eux et qui discutent beaucoup et qui sont très attentifs évidemment à l'opinion de leurs électeurs, ou en tout cas d'une partie de ces électeurs-là, et donc qui multiplient les condamnations diplomatiques ou les mesures symboliques pour montrer qu'ils sont en désaccord avec la guerre à Gaza. Pour l'instant, on n'y est pas. Il est évident que l'Union européenne est un partenaire économique primordial pour Israël. C'est aussi le sens des déclarations un peu pessimiste de Benjamin Netanyahou sur l'économie israélienne, sur l'avenir de l'économie israélienne. Après, il a fait marche arrière en disant qu'il parlait uniquement de l'industrie de la défense. Mais on comprend bien qu'il y a un impact. Il y a des investisseurs à l'étranger qui nous disent que les entreprises israéliennes aujourd'hui ont moins la cote, malgré l'appréciation pour la technologie israélienne, qu'aujourd'hui, politiquement et symboliquement, il y a un évitement, d'accord. Benjamin Netanyahou considère, lui, que, globalement parlant, que tout ça, c'est un effet passager, que ça passera une fois que les combats cesseront. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, on retourne au début de notre conversation, comme lui et Ron Dermer sont persuadés qu'on est sur la fin et que d'ici, en tout cas, le mois de décembre, tout cela sera derrière nous. Je pense qu'il espère que ce sera un effet de courte durée et qu'ensuite le marché va s'auto-corriger et revenir vers le dynamisme. C'est intéressant ce que vous dites, mais c'est intéressant, mais ça va à l'encontre, on va dire, de ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. On va pas revenir parce qu'on en a parlé beaucoup avec Yael Ifra il y a quelques instants sur les déclarations de Netanyahou sur le Sparte et l'autarcie du marché israélien, mais ça va à l'encontre. C'est-à-dire là, si Netanyahou soit il nous prédit, on va dire, un isolement total, même en particulier sur le plan économique, soit bien c'est passager. Alors, encore une fois, il a ensuite reprécisé qu'il s'agissait des systèmes économiques, de la défense. De la défense et qu'il fallait... mais ça rejoint une conversation qui est plus large, qui est celle de...
arrêter de s'appuyer sur l'aide à la défense américaine. C'est-à-dire que quand Israël commence la guerre du 7 octobre, Israël comprend très rapidement. Mais c'est aussi, vous savez, Benjamin Netanyahou, il a cette espèce de contradiction où d'un côté, il a dit « Je déteste ce terme de l'autarcie, je suis moi-même profondément capitaliste, je crois au marché ouvert et libre. » Mais d'un autre côté, par exemple, pendant la crise du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, Daniel, parce que c'était un peu comme ça en passant, il avait parlé de créer une usine de vaccins en Israël. Oui. C'est-à-dire quand il y a une crise et quand il a la question de l'importation de ressources extérieures et de la dépendance à des ressources extérieures pose question, à ce moment-là, Benjamin Netanyahou a un réflexe très sioniste, d'ailleurs, parce que c'était quand même le réflexe des pères fondateurs de l'État, qui est de dire il faut qu'on soit totalement indépendant, totalement souverain et totalement en contrôle de notre propre production. Parfois, on parle d'agriculture, parfois on parle de vaccins et parfois on parle d'ammunition. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait partie de cette logique-là. Alors, dernière question. Aujourd'hui, la commission Grunis doit débattre aujourd'hui de la nomination de David Zini au poste de chef du Shin Bet. Une nomination qui suscite beaucoup de polémiques. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais beaucoup de polémiques. Des anciens chefs du Shin Bet qui n'ont pas qui ont pas mal de choses à se reprocher aussi, comme par exemple Carmi Gilon, qui était responsable du Shin Bet au moment de l'assassinat de Rabin, estime que David Zini n'est pas apte à être chef du Shin Bet. Il y a toutes sortes de déclarations. Il y a 10 000 requêtes qui ont été déposées devant la commission Grunis contre la nomination de David Zini. Vous pensez qu'au bout du compte, c'est David Zini qui sera effectivement le chef du Shin Bet? Oui. Je pense, tout à fait. C'est-à-dire que tout ça, ça a le pouvoir de créer des polémiques publiques, mais ça n'a pas le pouvoir d'empêcher le gouvernement de procéder à la nomination. Je pense que ça fait partie. Vous savez, aux États-Unis, ils ont une guerre culturelle sur des sujets sociaux comme l'avortement ou le port d'armes généralisé. Et ben nous, on a depuis quelques années notre guerre culturelle, elle porte sur les hauts fonctionnaires. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du débat israélien sur qui nomme les juges, qui nomme les hauts fonctionnaires, quel pouvoir ont ces gens-là. D'autant plus que le devoir de réserve tel qu'on le conçoit en France autour de l'administration, il n'existe quasiment pas en Israël. Chacun dit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et donc, dans ce sens-là, c'est devenu une bataille. Un bras de fer entre gauche et droite, à savoir qui nomme qui a le droit de nommer qui sont les candidats qui font partie du bon ton, qui sont acceptables pour les élites collégiales ou non. Et donc, dans ce sens-là, on assiste à un bras de fer comme celui-là, comme auparavant, c'était au sujet des magistrats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on comprend bien, il y a deux choses. On comprend bien d'une part que ces gens-là ont énormément de pouvoir et impactent les événements de façon cruciale. Et d'autre part, il y a la perte de confiance du public. D'abord, en raison des prises de bec de Benjamin Netanyahou avec le système judiciaire. Et ensuite, en raison du 7 octobre, où on découvre une faille tellement grande dans tout ce qui était intouchable jusqu'à présent, à savoir les services, les forces de l'ordre et les services de renseignement, qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est devenu un peu le symbole de tout ça. C'est-à-dire qui a toujours raison en Israël, qui peut se targuer de savoir ce qui est bon pour le pays. Et donc, on assiste à une guerre culturelle autour de ça. Mais je pense pas que, pour répondre à votre question, je pense pas que ça va impacter la nomination. Eh bien, Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à décrypter, on va dire, cette situation à la fois sur le plan diplomatique, sécuritaire et politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On en profite aussi pour vous souhaiter une Shana Tova, une bonne et heureuse année, et pour vous remercier pour votre disponibilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Shana Tova, Daniel. Merci.